Chers internautes, merci encore une fois de prêter donc oreille attentive à votre chaîne La Référence Dakaractu. Nous sommes heureux donc d'être dans ce beau cadre du King Fahd Palace avec une invitée de taille, une invitée de marque et par rapport donc au contexte également, le contexte du 8 mars qui s'annonce. Donc on aura à célébrer la femme donc au niveau international demain mardi. Mais aujourd'hui, avant de parler de tout cela, on va donc vous présenter notre invité qui n'est personne d'autre qu'Ami Sarfal. Quand je parle d'Ami Sarfal, il faut faire donc juste allusion à Intelligence Magazine de manière générale, mais particulièrement à cette initiative citoyenne qui n'est rien d'autre que la grande rentrée citoyenne qui donc se tient chaque année et qui accueille autant pour moi plusieurs marques et plusieurs invités. Aujourd'hui, donc, on a l'honneur d'échanger avec elle. Nous l'avons trouvée ici au King Fahd Palace, donc en train de faire avec ses collaborateurs une activité qu'elle a l'habitude donc de tenir ici, donc dans ce milieu-là où nous sommes. Amis, c'est toute l'équipe de Dakaractu donc qui vous salue et qui vous remercie pour votre accueil ici donc dans ce beau cadre. Merci beaucoup, cher. C'est un plaisir et toujours avec beaucoup de fierté que je réponds à l'invitation de Dakaractu. J'en profite pour saluer mon frère Serine Diagne ainsi que tous ceux qui vous accompagnent. D'accord. Aujourd'hui, nous vous avons trouvé, je le disais tantôt, en pleine activité. C'est entre elles, bien évidemment, une initiative que vous avez l'habitude de tenir. Il y a ça va faire 9 ans, si je ne me trompe. Donc nous en sommes à la 9e édition. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, entre elles, c'est une initiative qu'on a lancée en 2013, un an après la grande rentrée citoyenne, parce qu'on voulait marquer la journée internationale des droits de la femme et on voulait le faire de façon symbolique. On voulait montrer que c'était pas simplement du folklore, c'était aussi un moment où on devait s'arrêter pour réfléchir, mais avec la jeune génération. Donc entre elles, c'est des lycéennes, des étudiantes qui sont sélectionnées parmi les meilleures de leurs établissements et qui se retrouvent autour d'un déjeuner avec des femmes mentors qui elles aussi ont été invitées au regard de leur parcours assez atypique et on se réunit entre femmes, donc on est juste entre femmes et on échange. Elles posent des questions qui leur traversent l'esprit et en retour elles sont motivées, encouragées. On a voulu leur lancer un signal fort, à savoir que le leadership féminin c'est d'abord une question d'excellence, donc elles sont là parce qu'elles sont parmi les meilleures de leurs établissements. Leur dire également oui, il faut penser à la discrimination positive pour atteindre certains quotas, là où vraiment on sent une négligence de la compétence féminine, mais il faut s'assurer toujours que c'est accompagné d'un certain savoir-faire, compétence, excusez la répétition. Voilà. D'accord. Mais de manière générale, vous aurez certainement abordé quelques questions d'actualité, mais également des questions liées à l'esprit de leadership, surtout celui que vous prônez depuis très longtemps. Vous aurez également à parler de tout ça. Absolument, on a eu à parler de tout ça, surtout par rapport au thème, l'égalité pour un avenir durable. Vous savez qu'on ne peut pas parler de développement durable sans s'arrêter sur les chiffres qui prouvent que les femmes aujourd'hui sont les actrices de ce développement durable. J'en veux pour preuve ce chiffre des Nations Unies qui explique que sur 1,3 milliard de personnes vivant au seuil de la pauvreté, je le disais avant-hier, 70% sont des femmes. Donc il y a cette féminisation de la pauvreté qu'il faut reconnaître, même si des efforts sont en train d'être faits. Et 80% de ce qui a été produit comme aliment à partir de l'agriculture, figurez-vous que ça a été fait par des femmes. Et tout ça prouve aujourd'hui qu'il faut rendre accessible toutes les opportunités
que cette ambition de parvenir à un développement durable offre. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, il faut rendre ça plus accessible aux femmes. Il faut que l'on permette à ces femmes d'être protégées des changements climatiques parce qu'elles en souffrent les premières. Et naturellement, on a abordé l'égalité des chances, l'égalité professionnelle, l'égalité économique. Certes, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits, mais vous le savez, cher, au moment où on parle, pour le même métier, il y a encore des femmes qui sont payées moins. Il y a aussi le fait que dans les grandes entreprises, les femmes ne sont pas suffisamment promues parce que dans la plupart des conseils d'administration, il y a encore une sous-représentation des femmes et cette sous-représentativité porte préjudice aux ambitions de toutes ces femmes qui se battent pour le leadership féminin. Oui. Mais également en parlant justement d'égalité, vous avez, c'est quelque chose, c'est un mot qui peut-être colle à votre personnalité. Vous avez déjà eu à obtenir une distinction venant donc de ONU Femmes par rapport à l'égalité, par rapport à votre position, votre posture, ce que vous défendez toujours, donc par rapport donc à ce mot-là, égalité, qui est tellement important et significatif. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez, vu le contexte et aussi peut-être considérez-vous qu'il y a des avancées majeures donc, pour matérialiser cette égalité-là sur le terrain, le rendre visible en quelque sorte? D'accord. Alors, on sort d'élections municipales et je pense que je suis ni la première et je ne serai certainement pas la dernière à regretter le fait qu'il y ait si peu de femmes élues maires parce que sur les listes, elles n'étaient pas vraiment dessus. On a beaucoup parlé de l'absence de parité, mais si vous voulez, je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ont peur d'être au devant, qui ont peur de prendre des responsabilités, qui ont peur d'entrer dans la politique. Parce qu'il faut le dire, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de la politique, c'est pas tout à fait reluisant. Et je peux comprendre aussi que des femmes n'aient pas envie d'entrer. C'est une peur parfois légitime quand on voit aujourd'hui avec quelle virulence certaines personnes tiennent des propos à l'encontre de leurs adversaires politiques. Je peux comprendre qu'une femme dans une société comme le Sénégal qui appelle à porter certaines valeurs n'ait pas envie de fondre dans cela. Et c'est aussi un appel que je lance à tous ceux qui sont appelés à être les régulateurs, qui sont appelés à être les observateurs, qu'il faut peut-être penser apaiser le débat politique pour pousser d'autres femmes à l'intégrer. C'est très difficile de demander aux femmes de faire de la politique au Sénégal quand on voit aujourd'hui ce que certaines personnes sont capables de faire juste pour avoir le pouvoir. Et le pouvoir, vous savez, une femme les femmes, elles ont l'intelligence de comprendre que le pouvoir, elles l'ont déjà. Aujourd'hui, si elles entrent en politique ou elles entrent dans quelque chose d'autre, ça va juste être un pouvoir de plus. Mais le vrai pouvoir, cher, c'est le pouvoir d'être femme. Le pouvoir d'être femme. La femme, c'est aujourd'hui le socle de l'humanité. Et tout cela fait que, pour moi, il faut des conditions qui incitent les femmes à prendre des défis. Il y a également le fait aujourd'hui que toutes ces discriminations poussent certaines à se dire à quoi bon. Je parlais tantôt de la discrimination dans le milieu du travail. Il y a aussi le fait que pour des femmes qui sont mamans, c'est très difficile de concilier les deux parce que justement, il n'y a pas encore cet éventail de mesures que d'autres pays ont pris et qu'on peut aujourd'hui appliquer au Sénégal. Mais au-delà de cette peur, est-ce qu'il y a, par exemple, d'autres initiatives que les femmes peuvent peut-être entreprendre? Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de cette peur, peut-être un sentiment de faiblesse ou même de reconnaissance de ses limites? Alors, qu'on soit homme, qu'on soit femme, je pense que les limites sont partout. Chacun est exposé à ses limites. Moi, j'ai des limites, nous tous on a des limites. Mais c'est un mot qu'il faut revoir parce que quand on parle de limites, on pense que voilà, ça s'arrête ici, le potentiel s'arrête là. Alors que souvent, ce sont des limites qui découlent de peut-être certaines lacunes qu'avec le temps,
on peut cultiver, on peut parvenir à combler ces lacunes. Je vous donne un exemple, il y a des personnes qui se disent on ne peut pas parler en public parce que dans leur tête c'est impossible, alors que avec l'apprentissage on y parvient. Il n'y a rien aujourd'hui qu'on ne peut pas améliorer chez soi. Il y a toujours des possibilités de s'améliorer. Et c'est dans ce sens que je me dis que le 8 mars doit servir justement à rappeler aux femmes leur potentiel. Mais surtout, je dis tout souvent, le 8 mars, à force de le célébrer avec ce même engouement, on finit par entendre beaucoup de slogans revenir. Et ça doit dépasser ce stade de slogan. Aujourd'hui, on doit avoir des mesures claires, des mesures concrètes. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été réalisé en faveur des femmes? Oui, il y a eu des avancées notables, notamment lorsqu'on parle de violences faites aux femmes. On a vu la criminalisation du viol au Sénégal. Il y a eu tellement de choses qui ont été faites. Il y a des acquis quand même. Il y a eu des acquis, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que vous regardez aujourd'hui dans le milieu scolaire, l'abandon scolaire des filles reste une réalité. Les proviseurs vous en parleront. Et vous en parlerons toujours. Des jeunes femmes qui sont avec des niveaux excellents, on les sort encore des écoles. Pour vous dire que quand on est dans un pays sous-développé, on n'a pas les mêmes réalités qu'un pays riche qui célèbre cette journée. Nous, on a des réalités qui sont là et qu'on a besoin de voir ensemble. Pourvu que votre posture ou même, je dirais même votre esprit de leadership soit bien épousé par plusieurs femmes de notre pays, plusieurs femmes sénégalaises, africaines. Voilà, nous le souhaitons. Déjà, juste pour faire une transition, parce que une de ces initiatives que vous avez l'habitude donc de faire chaque année, c'est la grande rentrée citoyenne. Donc, vous l'avez récemment célébrée au niveau du Grand Théâtre, avec la présence notamment de plusieurs autorités et de plusieurs hommes vraiment de grands, comme le professeur Seydi, et j'ai noté particulièrement sa présence, et tant d'autres. Aujourd'hui, cette édition récente, comment vous l'avez préparée et quels ont été peut-être les points sur lesquels vous pouvez peut-être revenir? Alors, merci de vous intéresser à la grande rentrée citoyenne qui, comme vous le savez, cette année a été à sa dixième année et en 2022. Et on rend grâce à Dieu pour cela parce que, comme je disais, mobiliser autant de jeunes, souvent en très peu de temps pour organiser cette rencontre, avoir la confiance des mentors qui répondent toujours présents, ont permis, au bout du compte, d'avoir mobilisé plus de 20 000 jeunes, plus de 60 ou 70 mentors. Et tout cela, si vous voulez, c'est beaucoup de fierté d'être sénégalaise parce que des projets ambitieux comme ça, on les porte. C'est pas évident que ça marche. Ouais. Et ça marche parce que les gens vous ont cru. Et depuis que la grande rentrée, on a toujours fait salle pleine. Quel est le secret? Il n'y a pas de secret. Parfois, comment dire encore? Parfois, on sent simplement qu'il y a une volonté commune de parvenir à quelque chose, au développement. Tout ce qu'on fait aujourd'hui est articulé autour de ce désir de voir émerger le Sénégal, sans distinction aucune, peu importe la région où on se trouve, peu importe l'âge qu'on a. On partage cette même réalité. On voit des personnes qui nous sont chères être victimes de cette pauvreté. On se dit, nous plaindre ne va rien changer. Nous plaindre ne va qu'exacerber les tensions. Parfois, il vaut mieux agir. Et c'est pour ça que notre slogan de toujours a été « Il ne faut pas que nous soyons des citoyens spectateurs, mais acteurs de développement ». Parce qu'on est convaincu que cette jeunesse sénégalaise, dont je suis tellement fière de faire partie, cette jeunesse sénégalaise est en train de prendre des initiatives remarquables, louables partout, que ce soit dans la diaspora. Tout le monde est en train de faire des choses, c'est pas que moi. Tout le monde est en train de faire des choses. Et peut-être avec les réseaux sociaux, où nous sommes suivis par près de 2 millions de personnes, on a la chance d'être visibles, mais il y a des personnes qui sont moins visibles que nous et qui font d'excellentes choses et qui sont en train de faire bouger les lignes. Donc la grande rentrée citoyenne,
a été une occasion de plus de rappeler à cette jeunesse que ce qui fait un citoyen, c'est sa contribution. C'est la contribution au développement, mais il faut d'abord prendre ses armes, et ça c'est le savoir. Je le dis tout le temps, le savoir est la meilleure arme aujourd'hui contre la pauvreté. Le Covid l'a prouvé, cher. Ouais. Le Covid l'a prouvé, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous en période de pandémie. On l'a tous vécu, on a tous été témoins de ça. On sait que les grandes nations s'étaient préparées avec ce qu'il leur fallait comme stock, ce qu'il leur fallait comme... tout ce qu'il leur fallait, ils l'avaient. Mais nous, la dépendance qu'on avait, à laquelle on s'était habitué toutes ces années, a fait que finalement, on s'est retrouvé à espérer avoir des vaccins. Et vous le savez, on a été dernier de la liste souvent. Il a fallu que tout le monde se vaccine. Parfois même, vous avez vu l'OMS crier au scandale parce que certains pays se vaccinaient 3 fois de suite avant de partager les doses. Et c'est ce qui m'avait valu à l'époque de faire une contribution pour dire que oui, c'est très bien d'avoir un vaccin, mais à quand la prise de conscience de nos dirigeants pour se dire quand même 54 pays réunis au sein de l'Union africaine doivent être en mesure d'avoir des laboratoires fédérateurs capables de produire des vaccins. Mais cette dépendance-là, il faut la casser. Mais vous savez, on ne peut pas la casser du jour au lendemain. On peut la casser que si on forme une élite intellectuelle. Si on forme des jeunes dans les sciences, des matières aujourd'hui qui subissent une déperdition. Combien de jeunes refusent aujourd'hui de faire des sciences parce qu'il n'y a pas la vocation? En parlant de formation, je pense que cette édition a été vraiment organisée dans un contexte particulier, un contexte vraiment regrettable, qui a vu donc les enseignants rester pendant plusieurs mois sans donner les cours aux élèves, ce qui est vraiment regrettable et ce qui vous a même permis à peut-être appeler à peut-être beaucoup plus de responsabilité donc, au niveau du comportement de tous les acteurs. Et c'est un message fort que vous avez tenu ce jour. Oui, j'y tenais parce que quand une crise comme ça se produit et qu'on passe tout son temps à être dans les écoles avec les jeunes, on ne peut pas rester silencieux. Et j'ai tout simplement demandé, pour ne pas dire imploré, nos braves professeurs d'être toujours ces soldats armés de bonne volonté, de bienveillance pour leur pays. Parce qu'on a vécu des moments plus difficiles qu'aujourd'hui et ils avaient quand même toujours à cœur de donner des cours et d'aider les élèves. Et je me dis, dans un pays comme ça qui a vu quand même les ravages d'une pandémie, qui a vu à quel point c'était crucial d'éduquer cette génération pour la sauver, pour également qu'elle puisse nous sauver demain en période de danger, c'était important de rappeler que ce qui nous unissait était plus fort que ce qui nous divisait. Mais c'était également important de rappeler ce que ces enseignants font pour nous, pour les enfants. Je me souviens, j'ai raconté ça une fois, lorsque j'étais au lycée, on avait quelqu'un qui nous donnait des cours et il y avait une grève à l'époque et je lui disais, mais monsieur, et les grèves, est-ce qu'il ne faut pas aller en cours? Parce qu'à l'époque, on est jeune, on entend, il ne faut pas faire grève, il ne faut pas faire grève. Et moi, j'interpelle mon professeur et je lui dis, est-ce qu'il ne faudrait pas éviter d'aller en grève? Et vous avez pensé aux enfants, à tous ces enfants? Et il me dit, oui, mais et nos enfants? Ça, quand même, ça m'a marqué cette réponse jusqu'à aujourd'hui. Je dis, les enseignants, c'est quand même des personnes qui se donnent pour les enfants des autres, qui se donnent sans relâche. Les enseignants, cher, moi j'ai été dans les régions à maintes reprises. Je suis allée jusqu'à Richard Toll, Dagana, j'ai fait Canel, j'ai été à Kolda, Tamba, Ziguinchor, partout. J'ai été. Et c'est toujours cette même abnégation.
Alors que ces zones, peut-être les conditions ne sont même pas réunies. Mais je vous assure que ces C'est la croix et professeurs... la bannière là-bas. Oui, mais vous ne le voyez pas chez eux. Un professeur, c'est quand même quelqu'un de très altruiste. Un professeur, c'est quelqu'un qui va venir donner des cours en oubliant tout ce qu'il a laissé chez lui. C'est quelqu'un qu'on voit tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, sans pour autant lui demander même « et chez vous, comment ça se passe ?» Alors que Dieu seul sait ce qu'ils ont laissé chez eux. Et ils ont les mêmes difficultés que tout le monde. Donc je peux comprendre aussi que parfois, ils aient envie de dire « ne nous oubliez pas dans ce que vous êtes en train de faire. On a aussi droit à notre part, surtout que c'est nous qui formons cet espoir de demain. » Mais j'ai juste envie de leur dire qu'ils n'oublient pas qu'aujourd'hui, quelque part, nos médecins, nos professeurs sont nos gardiens, nos protecteurs. C'est eux qui protègent ce pays parce que c'est eux qui arment ce pays de savoir et d'essayer d'aller vers le sens du compromis et d'essayer de trouver une solution parce qu'on a besoin d'eux et on a surtout besoin de cette jeunesse. Il ne faut pas qu'elle perde espoir, il ne faut pas qu'aller à l'école soit tumultueux, il ne faut pas qu'aller à l'école soit de l'angoisse. Partir à l'école, ne pas avoir cours, tout ça, c'est des choses qui démotivent et qui peuvent contraindre des jeunes à se dire on va abandonner l'école. Et c'est la dernière chose dont on a besoin en ce moment. Mais aujourd'hui, il y a peut-être des avancées qu'il faudra peut-être certainement saluer quand même, parce qu'il y a des compromis qui ont été trouvés entre les différents acteurs. Quelque chose peut-être qui rassure en quelque sorte. Oui, et je crois que c'était 3 jours après la grande rentrée citoyenne. Peut-être votre message a été un déclic quand même, a été déterminant. Je l'espère, j'espère que ça aura contribué à tous les efforts d'apaisement que chacun et chacune de son côté a essayé de faire. Je pense que tous ces messages ont été entendus. Et en tout cas, je remercie les professeurs qui sont en train de faire visiblement des efforts pour parvenir à ces compromis-là et vraiment demander à nos dirigeants de faire tout leur possible pour les mettre dans les meilleures conditions possibles, pour les encourager, parce qu'on a besoin de les garder motivés. C'est clair. Les conditions également, les femmes en ont besoin. Ouais. C'est vrai qu'on est dans un contexte du 8 mars, mais elles ont vécu vraiment toutes sortes d'atrocités, toutes sortes de difficultés, surtout avec l'avènement de la pandémie, qui a été vraiment une pandémie dévastatrice qui a ravagé tout sur son passage. C'est vrai que le Sénégal a été un peu, en quelque sorte, résilient par rapport peut-être à d'autres pays qui ont en quelque sorte prêté le flanc, mais aujourd'hui, on ne se plaint pas, même s'il y a des efforts ou même une aide à apporter à ces femmes braves-là qui ont subi vraiment les coups de foudre de la pandémie. Bien sûr. Et vous savez pourquoi les femmes ont beaucoup souffert de cette pandémie? Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans le secteur informel. Oui. Et c'est surtout le secteur informel qui a subi de plein fouet les ravages de cette pandémie. Parce que ceux qui sont employés, ceux qui ont des contrats, ceux qui sont dans des entreprises, ceux qui ont des comptes bancaires qui peuvent prétendre à des prêts, ces personnes ont été plus protégées que ces vaillantes femmes qui travaillent dans les villages, qui du jour au lendemain se retrouvent sans clients, ou les personnes qui ont, vous savez, dans des pays comme la France, il y a quand même certaines allocations. En cas de décès d'un conjoint ou autre, il y a quand même l'État qui intervient tout de suite. Nous, on n'a pas encore atteint ces niveaux de développement, peut-être, même si l'État aide, mais ces femmes ont beaucoup souffert. Ces femmes ont beaucoup souffert. Heureusement, il y a eu un élan de générosité. On a vu sur Facebook, il y a eu quand même quelques initiatives. Mais au finish, la vérité, c'est que si on veut éviter ces problèmes, il y a 2 choses qu'il faut fondamentalement promouvoir. C'est l'intégration professionnelle des femmes, leur insertion et surtout l'inclusion financière. Parce que c'est l'inclusion financière qui va leur permettre de sortir du cadre informel, les aider à avoir une certaine éducation financière. C'est très important pour les femmes et leur montrer toutes les opportunités
dont elles peuvent bénéficier dans ce contexte. Il y a aussi le fait qu'il faut promouvoir le Made in Sénégal. Là encore, j'avais fait une contribution pendant le Covid pour dire dès le début, et c'est un message qui a été fortement relayé, pour lequel je suis très reconnaissante à la presse qui est toujours là pour me soutenir et me permettre de faire écho à ce que j'écris comme contribution. Ce message visait tout simplement à dire attention. On court un risque en important autant de nourriture, autant de vivres. Il faut transformer ici au niveau du Sénégal, parce que ce qui s'est passé, ça doit sonner comme une alerte. Et dire attention, vous devez dépendre de vous-même. Et cher, vous allez dans les régions, il y a des superficies de terre qu'on n'exploite pas, qu'on n'utilise pas, et on voit cette jeunesse de plus en plus intéressée par l'agriculture. Pourquoi ne pas renforcer davantage les mesures qui sont en train d'être prises dans ce sens-là? Donc, je pense que ces deux-là doivent être prioritaires. Et bien entendu, je ne cesserai jamais de marteler ça, l'éducation. D'accord. Il y a exactement 12 jours que le monde est assez, bon, je peux dire, le monde est secoué par cette situation de guerre avec l'offensive russe en Ukraine, qui ne laisse pas indifférent peut-être les pays voisins et même le monde, je dirais. Donc c'est quelque chose qui peut inéluctablement avoir des répercussions sur les autres pays. Même le Sénégal, voilà, ne peut peut-être pas être épargné forcément, mais aujourd'hui, vu cette situation, en tant que femme, en tant que jeune femme leader, qui a voyagé partout dans le monde, qui a peut-être vécu des moments assez particuliers. Aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez cette situation en Ukraine, et particulièrement avec ces Africains, ces étudiants aussi qui ont peut-être un peu la peur au ventre avec cette situation qui a dégénéré il y a quelques jours? Alors, tout d'abord, me permettrait d'exprimer toute ma sympathie et ma solidarité aux ressortissants africains. Si les images qu'on a vues sont des images réelles, et je crois qu'elles le sont, alors c'est très injuste. On est en train de voir une très grande injustice, parce que l'Afrique a été de tous les combats. L'Afrique a toujours été là pour soutenir l'Occident dans les moments les plus difficiles. Il n'y a pas de raison qu'en période de crise, qu'on refuse à des étudiants, à des jeunes, à des familles, l'accès aux frontières parce que tout simplement ils sont noirs. Je trouve ça aberrant, et je pense que l'Union africaine a eu le bon réflexe, la bonne initiative de condamner cela fermement, et je pense que le président Macky Sall a eu raison de faire cela, parce que parfois il faut savoir s'entendre et il faut savoir répondre aux cris aussi de ses ressortissants, et j'espère que ce soit des ressortissants nigériens, sénégalais, maliens et autres. J'espère que l'ONU condamnera également de façon plus claire, plus objective, parce que on a dépassé la période, le moment où on se met à douter si des images sont vraies ou pas. Ils ont les moyens de vérifier ces images. Quand ils veulent vérifier, ils savent vérifier. Donc il faut vérifier si ces images sont réelles, il faut agir, il faut nous envoyer un signal fort que des mesures ont été prises et que les Africains rentreront en bonne santé. Mais si aujourd'hui nous on se retourne vers eux et ce qu'on entend c'est ces images, on doute de ces images, je trouve que c'est un peu ne pas mesurer l'angoisse que certaines familles aujourd'hui vivent en voyant leurs proches dans ces situations-là. Une attitude également que beaucoup de Sénégalais et même peut-être quelques partenaires à l'étranger ont condamné, notamment avec cette annonce pour recruter des Sénégalais pour aller combattre en Ukraine, quelque chose que le ministère des Affaires étrangères et toutes les autorités ont condamné fermement. Votre avis là-dessus? Notre ministre des Affaires étrangères, Maître Aïssata Tall Sall, a eu
a eu tout à fait raison de condamner enfin, Et une femme en plus. Oui, mais elle, c'est une lionne, c'est une guerrière. Et elle a eu tout à fait raison de rappeler à l'ordre l'ambassadeur pour ces propos-là, parce que il a le droit d'appeler à l'aide, il a le droit, mais il y a des protocoles. C'est pas un appel qu'on doit lancer comme ça à des jeunes qui peuvent être tentés par l'argent et dire on va y aller et dans quelles conditions ils vont y aller. Je pense que il faut passer par voilà, trouver refuge ailleurs. Justement, on sait très bien la sensibilité. On sait très bien la sensibilité de cette question. Donc il y a des autorités vers qui il faut s'adresser. Et voilà, je pense que son interlocuteur aurait dû être Madame le ministre des Affaires étrangères, mais je pense qu'ils se sont rattrapés, donc tout est rentré dans l'ordre. Et il y a des guerres en Afrique ici, donc si les Sénégalais doivent aller faire la guerre, je pense qu'ils vont d'abord aller vers leurs frères africains, leurs voisins qui sont peut-être dans la difficulté, mais on n'en est pas là. Moi, ce que j'espère, c'est que la paix revienne. Ce que j'espère aujourd'hui, c'est que on n'est même pas à faire la guerre. Je pense que c'est là où on attend vraiment l'Union africaine, c'est que des mesures fortes soient prises pour que les Africains puissent eux-mêmes s'organiser et assurer la paix à leur population. Mais vous savez, juste une petite parenthèse, c'est aujourd'hui le terrorisme est en train de gagner du terrain, mais c'est tout simplement une conséquence de la pauvreté. Dans il y a pas de... région, nous avons vu ce qui se passe au Mali et en Guinée même. Mais c'est ça. Bon, par rapport au coup d'État, juste pour faire la transition. Chaque zone, cher, où vous avez de la famine, il y a un risque de terrorisme là-bas. C'est comme ça qu'il faut le voir. Partout où il y a de la famine, il y a un risque que ça devienne un terrain propice au terrorisme. Parce que les terroristes ont un discours, mais surtout ils parviennent à nourrir leurs recrues. Et l'être humain reste un être humain. Donc si on veut lutter contre le terrorisme, il faut aider les jeunes à sortir de la précarité en leur garantissant un accès à l'éducation et surtout en faisant en sorte de transformer notre économie de telle sorte qu'aujourd'hui on puisse produire ici toutes ces choses, une économie de transformation. C'est ça qui créerait beaucoup d'emplois. Il faut créer des usines. C'est les usines qui créent de l'emploi. Je pense qu'il doit y avoir une certaine stabilité dans les différents pays et peut-être une cohésion nationale gage donc de tout développement. Mais avec les coups d'État répétés dans certains pays d'Afrique, bon, est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, à ce rythme, ça va dégénérer? Est-ce que le Sénégal peut être épargné par rapport à... Ah oui, on touche du bois. Le Sénégal sera épargné. Le Sénégal sera épargné et on prie que le Sénégal soit toujours épargné. Parce que, vous savez, il y a des choses, quand ça se produit, il n'y a pas de marche en arrière possible. C'est-à-dire, c'est un héritage de plus de 68 ans, 69 ans bientôt, 69 ans au-delà. On est un tout petit pays sur la carte du monde. Et la seule raison pour laquelle, cher, on nous appelle à des tables de discussion, avant même que l'on pense avoir du pétrole ici, c'est juste cette stabilité, c'est notre plus grande richesse. On est cité en exemple, on nous envie cette stabilité, parce qu'on est une exception dans la sous-région. Quand vous êtes une exception et que vous savez que c'est ça qui fait de vous le peuple et le pays respecté que vous êtes, il faut préserver ça. Il n'y a pas de prix. Et il y a des choses, peu importe la frustration personnelle qu'on peut avoir, peu importe la rancune qu'on peut avoir, l'amertume qu'on peut avoir, il faut se dire que cette amertume, peut-être nos ancêtres l'ont vécu aussi, mais qu'à chaque fois, ils ont fait preuve de rationalité, ils ont fait preuve de sang-froid, ils ont fait preuve de lucidité, mais ils ont vu la vie après eux.
ils savaient que voilà, l'homme n'est pas éternel et que tout est éphémère et qu'il y a des choses, par contre, un legs, un héritage qui est éternel. Et ça, il faut le préserver. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des tensions, il faut toujours ramener à l'idéal d'une république. Il faut encourager la jeunesse à préserver cette paix et nous devons faire, l'État doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette jeunesse ait même la tête, le cœur, l'esprit tout simplement à rester républicain. Parce que quand on a faim, quand on est malade, quand on souffre, difficile de penser à autre chose que de se sauver. C'est clair. Donc la solution, c'est de lutter contre la pauvreté et d'essayer de faire en sorte que cette jeunesse soit épanouie. Effectivement. On est pas seulement la jeunesse d'ailleurs, tout le monde. Tout le monde, oui, ça c'est clair. On est au terme donc de l'entretien, mais on va aborder une toute petite question liée à cette initiative toujours. Donc, machallah, que vous avez l'habitude de mener un peu partout avec ce forum international sur l'avenir de l'éducation. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en préparation pour le prochain forum. Je pense que ça doit être le 8e, je pense. Alors, ce forum, par contre, il est à sa 2e édition. La première édition, on l'avait tenue à Paris. Et d'ailleurs, il y avait une équipe de Dakar Actu qui avait fait le déplacement. Et justement, c'était la dernière fois, je crois, que j'avais fait un entretien sur Dakar Actu, ça va faire quelques années. Et c'est à cause de la Covid qu'on n'avait pas encore tenu. Et là, nous avons eu l'approbation de l'État du Sénégal, du chef de l'État, pour que ça puisse se tenir à Dakar. Ça va être un forum visant à aborder la question de l'éducation par rapport à son avenir, anticiper l'éducation de demain dans l'action, avec un comité scientifique initialement de plus de 21 nationalités, présidé par le professeur Souleymane Bachir Diagne. Et nous avions échangé d'ailleurs avec le ministère de l'Éducation, le ministre par rapport à cela, qui avait exprimé comment dire encore, qui avait dit qu'il était content que le Sénégal accueille ce forum. Nous espérons mobiliser des experts de l'Afrique, mais du monde, parce que l'idée aussi, c'est de porter ce débat. Parce que souvent, nous, en Afrique, on nous envoie des solutions, mais nous sommes capables d'être... ce forum a l'ambition d'être une plateforme qui va convier l'expertise internationale en Afrique pour réfléchir sur les questions de l'heure, les questions de l'éducation, mais aussi sur toutes ces thématiques autour de l'éducation, dans la perspective des objectifs du développement durable. J'en veux pour preuve ce qu'on a eu à faire à Paris sur l'environnement, parce qu'on ne peut pas parler de développement durable sans préparer la jeunesse. Il y a la promotion des sciences, mais il y a surtout le fait que le système n'est pas suffisamment inclusif vis-à-vis des enfants réfugiés qui sont souvent exclus à partir du lycée. Il y a également l'éducation des filles pour faire en sorte que leur droit à l'éducation soit partout constitutionnalisé. Et nous sommes sur une très bonne voie parce qu'à Paris, des mesures très prometteuses avaient été prises. À l'époque, quand on l'organisait, nous avons été reçus plus de 3 ou 4 fois au niveau du palais de l'Élysée par des conseillers du président Macron pour réfléchir sur la question. Plus de 4 fois. Donc ça veut dire quand même que c'est un forum qui a réussi à faire son chemin. Le jour de l'événement, nous avions plusieurs présidents de commission de l'Assemblée nationale française qui avaient fait le déplacement. Et nous avions des présidents d'universités, HEC, Paris, Sorbonne, on avait des directeurs du London School of Economics, tout ça qui avait fait le déplacement. Et notre espoir, c'est que toutes ces personnes répondent présent à l'appel de Dakar. Il y aura un lancement avant la conférence. C'est prévu pour quelle date? Alors, je vous fais la surprise. On a une date, mais on l'annoncera officiellement. D'accord. Pourquoi pas, on viendra l'annoncer ici. D'accord. Mais en tout cas, c'est un appel que me permettrait de lancer à tous les experts du milieu de l'éducation pour leur dire que c'est leur forum et que nous espérons qu'ils viendront vers nous
s'ils ne nous entendent pas et qui travailleront avec nous parce qu'on a besoin que tout le monde nous accompagne pour que ça puisse être une réussite collective. Voilà. Hamissa Fall, merci pour ce bel entretien. Merci. Et merci également pour la disponibilité. Nous vous laissons juste donc lancer votre dernier message, un message qui va en quelque sorte être doublement bénéfique pour les femmes et pour les jeunes, pour les femmes dans ce contexte de 8 mars, mais également pour les jeunes de manière générale, pour donc plus d'esprit entrepreneurial et voilà, de citoyenneté. D'abord, c'est un merci à vous parce que vous faites la promotion du leadership féminin, pas seulement à travers ma personne, mais toutes ces femmes que je vois que vous interviewez. Je parle de vous, chères, et vraiment vous remercier par rapport à ça. Et vous dire que Dakaractu, vous avez toujours été aux côtés d'Intelligence à chaque activité qu'on a eu à faire. C'est encourageant, c'est motivant de pouvoir compter sur votre soutien. Et ce mot de la fin, je l'adresse à toutes les femmes qui ont l'ambition de participer au développement du Sénégal, mais qui ont un peu peur de s'engager parce qu'elles ont peur de ce qu'on dira d'elles, ou elles ont peur de ce qu'elles trouveront. Et je veux juste leur dire que l'optimisme est le moteur de la réussite et qu'elles ont les moyens d'aider ce pays à lutter contre la pauvreté, à lutter contre le sous-développement. Notre avenir ne nous appartient peut-être pas entièrement, mais chacun a la possibilité de son côté d'y contribuer en essayant de voir comment impacter son entourage, comment impacter les personnes autour qui souffrent, peut-être parce qu'ils n'ont pas les mêmes accès que nous. En tout cas, merci à tous et à toutes au moment où on célèbre les 10 ans de la grande rentrée. C'est un énorme sentiment de reconnaissance que nous avons vis-à-vis du peuple sénégalais. Merci. D'accord. En tout cas, merci et vraiment nous vous souhaitons une très bonne continuation par rapport à tout ce que vous entreprenez pour le leadership féminin, mais également pour l'avenir de la jeunesse. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et merci à vous également, nos chers internautes. C'était donc l'entretien dans ce mois spécial avec Hamissa Fall, directrice d'Intelligence Magazine et initiatrice de la grande rentrée citoyenne qui était notre invitée aujourd'hui. Donc nous vous remercions de votre disponibilité, de votre attention et vous donnons rendez-vous très prochainement donc avec un autre invité sur donc, la référence Dakaractu. Merci.